Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à cette émission. Et ce soir, nous abordons un sujet assez particulier, vous allez le découvrir. C'est un droit naturel pour tout couple responsable et en âge de procréer un homme ou une femme, d'engendrer un nouvel individu pour ainsi participer à la reproduction humaine. Ce processus étant la résultante de la fécondation humaine n'est pourtant pas inclusif car certains couples n'ont pas la chance de bénéficier de ce droit naturel pour plusieurs raisons, dont la principale reste l'infertilité. Fort heureusement, grâce aux avancées de la médecine, les alternatives s'offrent aux couples dans le besoin pour pallier le problème. Et le moyen le plus efficace est l'assistance médicale à procréation ou la procréation médicalement assistée PMA qui consiste scientifiquement à manipuler un ovule et ou un spermatozoïde pour favoriser l'obtention d'une grossesse. Cette technique est présente au Congo depuis un peu de temps seulement, mais il a fallu un cadre juridique pour accompagner cette pratique très cruciale. D'où la proposition de loi relative à la PMA, procréation médicalement assistée, initiée par le docteur sénateur Julien Ignace Matete-Monnois, rapporteur de la commission santé au Sénat. Le docteur Matete est par ailleurs président fondateur de la fondation Matete œuvrant dans la lutte contre l'infertilité. Cette proposition de loi a été votée en première et deuxième lecture par les deux chambres du Parlement, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, et précisément en novembre et en décembre 2024. Et pour en savoir davantage, je suis avec le docteur Matete sur ce plateau et je l'invite tout de suite à me rejoindre. Accueil sur le plateau de Alinéa. Bonjour madame, je Bonjour, suis docteur. honoré d'être sur le plateau d'Alinéa. Merci docteur, prenez place. Alors docteur Matete, en tout cas je suis ravie de faire cette émission avec vous. Vous êtes médecin et sénateur, on ne sait pas comment vous appelez, sénateur ou docteur? Qu'est-ce qui vous convient? Docteur d'abord. Uh-huh. Puis sénateur, parce que j'ai les deux titres, madame Tout à la fait. journaliste. Et là-bas, c'est un titre politique, et là, c'est dans le cadre de votre profession, votre métier. Exactement. Alors, docteur, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Alors, je suis docteur Julien Ignace Matete-Monnois. Je suis médecin gynécologue diplômé de l'université Marien-Ngouabi, spécialiste dans la prise en charge de l'infertilité du couple de l'université Paris 6 à Sorbonne en 2011 et puis diplômé de la procréation médicalement assistée de l'IRNH, c'est une école indienne, depuis 2019. Très bien. Alors ce plateau concerne justement la procréation médicalement assistée. Nous en parlons. Alors pour commencer, que peut-on comprendre, docteur, de la procréation médicalement assistée, en abrégé PMA? Alors, la procréation médicalement assistée ou bien l'assistance médicale à la procréation, c'est un ensemble de techniques qui permettent in vitro d'obtenir une grossesse en dehors de voie naturelle. Et quand vous dites in vitro, qu'est-ce que cela veut dire? Au laboratoire. Ah, au laboratoire. Et contrairement à la voie naturelle. Contrairement à la voie naturelle, quand on n'a pas pu obtenir une grossesse naturellement, au laboratoire, on a la possibilité d'obtenir une grossesse. C'est l'ensemble de ces techniques qu'on appelle procréation médicalement assistée. Très bien. Avant, on entendait souvent parler de la fécondation in vitro. Maintenant, les termes ont un peu changé. On ne sait pas s'il s'agit de la même chose ou c'est une partie, sinon une branche de la PMA, la fécondation. Vous l'avez dit, madame la journaliste. D'accord. La fécondation in vitro est une partie, une infime partie de la procréation médicalement assistée. Dans l'assistance médicale à la procréation, nous avons 3 volets. Le premier volet, ce sont les inséminations, qui sont en fait des techniques qui permettent de traiter les spermatozoïdes, de sélectionner les meilleurs et les déposer dans le fond de l'utérus, afin que ceux-ci continuent leur trajet pour aller féconder les ovocytes qu'on appelle communément les ovules. Le deuxième volet, c'est la fécondation in vitro proprement dite. Il s'agit là de prendre les spermatozoïdes, de les traiter. Mais on ne fait pas comme dans l'insémination. Ici,
On recueille les ovocytes du corps de la dame, on les sort et on féconde au laboratoire. On laisse les spermatozoïdes continuer la fécondation. On met en leur présence des ovocytes matures et un seul des spermatozoïdes féconde. C'est la fécondation in vitro, la technique la plus répandue. Mais de nos jours, avec l'évolution de la science, il y a les techniques nouvelles. Nous avons ce qu'on appelle l'ICSI. L'ICSI, c'est la référence en matière de procréation médicalement assistée, on va dire le top. Dans l'ICSI, on recueille un ovocyte chez la femme et un spermatozoïde chez l'homme. Un seul spermatozoïde qui féconde un ovocyte. Et ici, la fécondation ne se fait pas de façon spontanée. C'est avec un matériel spécifique qu'on appelle un micromanipulateur que le biologiste saisit le spermatozoïde et l'injecte dans l'ovocyte. Donc c'est la technique moderne. Le taux de succès avec l'ICSI au laboratoire autour de 90%. Comparé à d'autres techniques. Comparé à la FIV qui était autour de 33% au laboratoire, je dis. L'insémination qui est autour de 18 à 20%. Donc voyez-vous que l'ICSI, c'est le top. Quand on prend un spermatozoïde qu'on injecte, on a les taux de fécondation au-delà de 90%. Alors, quand vous parlez de prélever le spermatozoïde et l'ovule, ce qui veut dire que l'être qui va naître n'est pas forcément du couple qui a procréé l'enfant. Alors, la procréation médicalement assistée a des principes. Voilà pourquoi il a été mis en place une loi pour encadrer cette activité. C'est quand un couple se présente au centre de procréation médicalement assistée, ils sont suivis par le gynécologue qui arrive à poser un diagnostic, à trouver pourquoi il n'y a pas de grossesse. Et à ce moment, le gynécologue accompagne le couple. Maintenant, répondons à votre question. Quand vous dites il n'est forcément pas du couple, oui et non. Oui, dans le cadre où l'un des partenaires est déficient, que la femme n'arrive pas à produire l'ovocyte, ou l'homme n'arrive pas à produire le spermatozoïde, on peut faire recours à un tierce donneur pour leur permettre d'avoir l'élément qui manque, soit l'ovocyte, soit le spermatozoïde, pour permettre à ce couple de satisfaire à leur vœu celui de devenir parent. Mais il peut arriver aussi que ce soit simplement des anomalies que le gynécologue règle. Et en ce moment, on fait la fécondation in vitro ou bien l'ICSI, donc la procréation médicalement assistée, avec les gamètes du couple, de la femme et de l'homme. D'accord. Alors, dans le cas où on faisait recours à un spermatozoïde ou à un ovule, est-ce que ces donneurs sont forcément connus? Non. Ça se fait anonymement? C'est anonyme, le principe de la loi le dit. L'encadrement juridique interdit que l'identité des donneurs soit connue. Il est possible que dans un seul cas, quand l'enfant qui est né d'une assistance médicale à la procréation présente une pathologie. À ce moment, le centre peut être amené à révéler l'identité pour permettre aux médecins qui traitent l'enfant de faire les recherches afin de guérir l'enfant malade. D'accord. Alors, à quel moment fait-on recours à la PMA? Alors, le recours à la PMA, c'est le médecin qui pose le diagnostic. D'accord. L'encadrement juridique que nous avons soumis au vote, qui a été adopté par l'Assemblée et le Sénat, c'est un texte qui dit clairement qu'il faut d'abord que ce soit un couple. Selon le code de la famille congolaise, un couple, c'est un homme, une femme mariée ou non. Et donc, quand il s'agit d'un couple qui se présente dans un centre de procréation médicalement assistée, qui a eu 12 mois ou plus de rapports sexuels sans grossesse, ils viennent voir le gynécologue qui, après certains examens médicaux, arrive à poser le diagnostic. Soit le cas nécessite une assistance médicale à la procréation, ce n'est pas plus souvent le cas, soit il traite simplement par des examens de routine, des traitements, et le couple arrive à concevoir. Mais quand cela exige une procréation médicalement assistée, c'est une indication médicale. En ce moment, le gynécologue informe le couple que dans votre cas, pour arriver à la parentalité, il faut qu'on cède de la procréation médicalement assistée. Alors, quelles sont, en tout cas, les conditions légales pour bénéficier de la PMA dans notre pays? Alors, parce que jusque-là, la loi n'existait pas encore. Et vous en avez proposé, on en parlera un peu plus en profondeur. Quelles sont les conditions, sinon la marche à suivre pour arriver à bénéficier de la PMA?
Alors, pour bénéficier de la PMA, il faut effectivement être un couple. Un couple qui atteint la majorité. Donc, les deux ont plus de 18 ans, mais l'âge de la femme ne doit pas dépasser 50 ans parce qu'au-delà de 50 ans, l'organisme devient peu apte pour porter une grossesse. Et chez qui le médecin a posé le diagnostic d'infertilité, donc incapacité de concevoir, à ce moment, ce couple peut faire recours à la PMA. Quelle est la proportion entre les femmes et les hommes de ceux-là ou celles-là qui viennent pour demander, faire recours en tout cas à ce service, à cette technique de la PMA? Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou il y a plus de femmes ou sinon c'est équitable? Alors, on va dire c'est équitable parce qu'en procréation médicalement assistée, les gens viennent en couple. Même quand vous venez seul, on demande votre conjoint ou votre conjointe. Donc, du coup, les gens sont pris en couple. Par contre, par rapport à la question, j'ai une inspiration qui arrive. C'est beaucoup plus actuellement du fait des études. Les filles vont un peu plus tard, les gens pensent à la maternité tard. Exact. On doit faire des études pour ça, pour comprendre le pourquoi. Et à ce moment, quand vous avez un couple qui vient, un couple jeune, la solution est facile à trouver. Mais quand les gens viennent assez tard, au-delà de 35 ans, on a souvent des difficultés. On a tendance à retrouver beaucoup de couples orientés en procréation médicalement assistée. Les problèmes viennent souvent des femmes ou des hommes? C'est équitable. 50. Au départ, la femme était incriminée totalement. Mais avec l'exploration actuelle, parce qu'au niveau du centre de procréation médicalement assistée de la Fondation, nous avons l'équipement qui permet de faire l'exploration complète de l'homme. On arrive jusqu'à faire ce qu'on appelle la biochimie du sperme. Nous sommes le seul centre à le faire au Congo. Nous avons des automates de spermiologie. On arrive à détecter et par rapport à nos statistiques, les responsabilités sont partagées entre l'homme et la femme dans le cadre de l'infertilité. Alors, vous avez dit tout à l'heure que cette pratique est présente au Congo depuis peu de temps seulement, 2023. C'est très récent. Est-ce que depuis là, vous avez déjà enregistré beaucoup de naissances? Alors, la procréation médicalement assistée, bien que récente au Congo, n'est pas une technique nouvelle. D'accord. Elle a vu le jour depuis 1978 au Royaume-Uni. En France, qui est un pays de référence pour nous, le premier bébé est né en 82. Dans la sous-région, au Togo et au Cameroun, ils exercent depuis 1998. Donc, il a fallu attendre 2023 pour des raisons que je vais vous évoquer plus tard pour que cette technique arrive au Congo. De 2023 à aujourd'hui, nous avons traité plus de 131 couples. Nous avons autour de précisément 44 grossesses évolutives. Nous avons notre 12e bébé qui vient de naître la semaine passée. Ah, déjà. Et donc, on va dire que nos résultats sont très, très bons, très promettants. Au départ, c'était dur avec l'adaptation, mais aujourd'hui, nos résultats s'alignent avec les centres de référence qui sont autour de 38 et 45%, et nous sommes à 40%, et ce qui est très encourageant. C'est là grâce à votre clinique, la Fondation Matete, qui est aujourd'hui une référence en la matière dans la sous-région. La clinique, oui, mais l'équipement et le personnel. Je vais parler d'abord de l'équipement. Il y a quelques années, la fécondation in vitro se faisait avec des utérus artificiels. Je vais utiliser ce terme pour que le Congolais moyen comprenne. En fait, c'est des incubateurs qui utilisaient un seul gaz, le CO2, le dioxyde de carbone. Aujourd'hui, depuis 2022, il y a dans le monde des incubateurs qui utilisent 3 gaz. Incubateur égale utérus artificiel. Et il n'y en a pas beaucoup en Afrique, ces incubateurs. Il y en a moins de 10, je pense. La clinique de la Fondation Matete a pu avoir cet incubateur. Nous l'avons et cet incubateur produit les conditions proches des conditions naturelles. D'accord. Et il utilise 3 gaz avec les micro-vibrations. Donc après fécondation, l'embryon se retrouve dans les conditions quasi comparables aux conditions maternelles et ce qui élève les taux. Les centres qui ont commencé avec les benchtop sont autour de 60-70%. Et nous, nos résultats baissent parce qu'au départ, on n'utilisait que l'incubateur monogaz. Mais depuis que nous avons l'incubateur trigaz, nous avons de très bons résultats. Très bien. Alors, deuxième élément en faveur de nos résultats, c'est la qualité des techniciens. Oui.
Pour la plupart, nous avons des centres qui n'ont pas de biologistes. Il y a beaucoup de centres de procréation médicalement assistée qui sont animés par des gynécologues. Ils font venir des biologistes. De l'étranger. De l'étranger. Alors, le centre de la Fondation Matete a une biologiste formée qui est docteur en biologie médicale, docteur en biochimie, diplômée en procréation médicalement assistée, qui est une référence à qui d'autres centres envoient des biologistes pour la formation et qui, de temps en temps, a appelé à l'étranger pour aller coacher. Parce que beaucoup de biologistes sont appris dans l'État, mais notre biologiste est diplômé, formé à Manipal en Inde et enseignante à l'université. Je pense que nous avons l'élément principal, parce que la pièce maîtresse d'un centre de PMA, c'est le biologiste. Exactement. D'autres n'ont pas de biologiste. Le biologiste arrive la veille, ils font les fécondations et repartent, le suivi n'est pas là. Mais quand vous avez votre biologiste, vous pouvez être fier de votre centre. En tout cas, vous rendez d'énormes services à beaucoup de personnes, à beaucoup de couples. C'est à féliciter, hein. Bravo pour cet engagement et pour tout ce travail que vous faites. Alors, comment vous êtes arrivé à vous lancer dans cette spécialité, sachant que par le passé, on n'y pensait même pas? C'est pas bien de parler de soi, mais je vais parler de moi. Vous savez, dans toutes les familles congolaises, on a toujours un membre qui est confronté à un problème d'infertilité. Donc, parlons de moi, dans ma famille, j'ai ça. Et ça m'a poussé, après mon profil de gynéco-obstétricien, d'ajouter quelque chose de plus-value. Et donc, j'ai pensé que je pouvais aider dans ce sens. Et nous avons commencé à étudier pour que nous soyons qualifiés. Je vous ai dit que je parlerai de moi parce que je suis resté 7 ans en liste d'attente pour aller en formation en Inde, pour aller apprendre la procréation médicalement assistée. C'est vraiment un parcours de combattant où on demande beaucoup de résilience, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'optimisme, sinon on baisse les bras. Parce que pour se faire former, ce n'est pas facile de trouver un centre qui vous forme et une université qui vous prend, surtout en stage. Ça, c'est de 1, de 2, monter un laboratoire de fécondation in vitro, ça coûte ce que ça coûte. Et donc, il faut beaucoup de sacrifices pour y arriver. Exactement. Et donc, c'est pour ça que nous sommes dit qu'il fallait aider ces personnes qui sont discriminées, qui sont stigmatisées, parce qu'on est africain, on est congolais, on est bantou. La considération chez les bantous voudrait que chaque personne puisse être valorisée, puisse avoir un enfant. Et quand vous n'avez pas d'enfant, vous êtes traité de tous les maux. Surtout pour les femmes. Hein. Et souvent, ce sont les femmes qui sont incriminées. Les femmes et les hommes. Avant, le problème de l'homme ne se faisait pas voir parce qu'il y avait des moyens de suppléance. On va y arriver. Mais aujourd'hui, avec la science, l'évolution, la population qui est devenue très intellectuelle, on arrive à établir les responsabilités. Avant, on ne mettait que l'homme. Donc nous, nous sommes engagés dans ce sens pour apporter tant soit peu notre contribution, pour essayer de soulager ces personnes qui sont souvent, quand ils ne sont pas pris en charge, quand la solution n'est pas trouvée, à la merci des charlatans, des vendeurs d'illusions. Je suis gynécologue, je vous dis, madame, je croise des femmes en désir de maternité qui n'ont pas d'enfant. Elles sont prêtes à tout. Elles écoutent tout. Elles sont à la merci de tout le monde parce qu'elles veulent sauver la face. Voilà pourquoi nous sommes engagés dans la procréation médicalement assistée. En tout cas, nous vous félicitons, bravo, c'est très bien, vous rendez vraiment service à cette catégorie de la population. Alors parlons de coût. Est-ce que cela est donné à tout le monde? La procréation médicalement assistée a un coût. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une pratique particulière, je vais dire, qui demande beaucoup d'intrants. D'abord les équipements. Les équipements coûtent très très cher. Vous ne pouvez pas avoir un micro-manipulateur à moins de 50 000 €. Vous ne pouvez pas monter un laboratoire de fécondation in vitro à moins de 300 000 €, ce n'est pas possible. Les intrants, les médicaments qu'on utilise, donc ce sont des gonadotrophines pour stimuler les dames, coûtent excessivement cher parce que ce sont des médicaments particuliers qui viennent sous chaîne de froid. La température doit rester invariable. Donc, je vais vous donner l'exemple d'une seringue de gonadotrophine
Gonal 300, une seringue de 900 coûte 275 000. Pour faire une stimulation, donc pour les médicaments, pour que les follicules deviennent matures, vous devez prévoir autour d'1,5 million. Ce sont les médicaments. La fécondation in vitro, les gamètes qu'on recueille sont gardés sous froid, sous congélation, dans l'azote liquide. Et la vitrification coûte très cher. L'azote liquide n'est pas fabriqué à Brazzaville. Vous devez faire venir de l'étranger. Les milieux de culture, les milieux dans lesquels on travaille, ne sont pas fabriqués ici. C'est les milieux qui viennent sous chaîne de froid, vous devez envoyer par DHL. Les milieux pour une patiente, vous devez être autour d'1 million. Donc, quand on prend que les consommables, vous êtes autour de 2 millions. Alors, la moyenne pour faire de l'ICSI, dans la sous-région d'Afrique centrale, c'est autour de 4,5 millions. Mais nous sommes une fondation, nous faisons à 3 millions. Le but pour nous, c'est soulager beaucoup de couples qui sont confrontés à ce problème. L'insémination, qui est la technique la plus simple de la procréation médicalement assistée, nous la faisons nous à 150 000. Mais dans la sous-région, elle coûte entre 300 et 450 000. C'est pour vous dire que les prix ne dépendent pas forcément de nous. Si l'État pouvait accompagner pour déclarer le centre qui pratique la procréation médicalement assistée comme centre d'utilité publique, ça devait nous donner droit à des exonérations avec la douane et tout pour les produits qui arrivent. Les médicaments comme les milieux de culture, ça devait aider à ramener les prix. Nous reconnaissons que ces prix-là, qui varient autour de 3 millions pour faire de l'ICSI, n'est pas donné aux Congolais lambda, non. Il faut être d'une certaine classe pour s'offrir la procréation médicalement assistée. Donc la solution est donnée aux riches. Au pouvoir. Non, non seulement aux riches. Pour l'instant, oui, à ceux qui ont les moyens de s'offrir ces soins. Mais l'État peut accompagner. L'État peut accompagner en facilitant les centres d'avoir accès aux médicaments et aux milieux de culture. Alors, que faire en cas d'échec? Parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de temps. On a fait confiance à la médecine et à la fin de la chaîne, il y a un échec. À ce moment-là, comment vous réagissez et quelle est la conduite à tenir? Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Je vous ai donné les taux de succès. Et donc, malgré la pratique de la procréation médicalement assistée, il arrive qu'il y ait des échecs. Le taux de succès n'est pas de 100%. Nous sommes autour de 40% de taux de succès. En cas d'échec, nous avons un soutien psychologique que nous offrons à nos patients, un accompagnement. Parce que quand ces couples viennent dès le départ, avant la procréation médicalement assistée, ils ont droit à une consultation de psychologie avant, pendant et après, pour les accompagner psychologiquement. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que les gens viennent assez tard. Surtout les femmes, aujourd'hui, elles viennent au soir de leur vie de fécondité. Et en ce moment, ça devient plus difficile. Le taux d'AMH est bas, tous les paramètres sont au rouge. C'est difficile que la procréation médicalement assistée. L'alternative, c'est proposer les dons pour avoir des ovocytes un peu plus jeunes qui donnent des résultats meilleurs. Mais même avec les embryons meilleurs, quand l'endomètre, l'utérus qui reçoit n'est plus approprié, nous avons beaucoup de fausses couches. Nous avons les dames à qui nous avons fait des procréations médicalement assistées et qui les tests de grossesse positifs, mais après, dans le déroulement de la grossesse, qui sont arrivés par perdre les grossesses. Donc, recommandation dans ce sens que les dames pensent à venir tôt quand même quand elles ont un projet parental à l'hôpital. Parce que nous sommes toujours consultés en dernier sort. Quand elles viennent chez nous, c'est tard. Elles sont épuisées financièrement parce qu'elles ont fait les tours des églises, les tours des marabouts. Elles arrivent chez nous, pourtant la technique est là, mais elles n'ont plus les moyens de se l'offrir. Tout à fait. Est-ce que c'est possible de recommencer le parcours en cas d'échec? Mais bien sûr. Bien sûr, nous avons les dames qui ont commencé ailleurs même. Qui ont commencé ailleurs, parce que vous savez, quand vous allez à l'étranger, il y a les paramètres qui influencent. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'étranger, il y a le stress, il y a les charges. Et même quand les conditions ne sont pas réunies à l'étranger, souvent on ne vous laisse pas repartir parce que vous venez avec les moyens. Et donc, quand vous revenez, vous avez la chance de reprendre en ce moment.
vous avez déjà été stimulé, vous avez déjà payé le laboratoire, le coût revient relativement bas. Nous sommes même en train d'étudier comment offrir maintenant les packages, le nombre d'essais. Si une femme peut avoir droit à 2, 3 essais en regardant, pour qu'on commande les millions en même temps pour que ça revienne moins cher. D'accord. Alors aujourd'hui, on se pose cette question, docteur. Pourquoi faire recours à cette technique, à cette pratique qui coûte tant à des couples qui en ont besoin, alors que par le passé, on voyait que cela se faisait par arrangements familiaux, par exemple. Un frère qui peut aider son frère à faire en sorte que sa femme puisse tomber enceinte, ou un neveu. Vous pensez que ce n'est pas mieux que ce que vous pratiquez aujourd'hui en termes de coûts et de contraintes qui suivent? Alors, c'est des pratiques qui ont existé. Je ne sais pas si ça continue à exister, mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, parce que la technologie n'était pas ici, et les gens n'avaient pas les moyens d'aller à l'étranger pour aller bénéficier de cette technique. Donc, il y avait des arrangements, oui, mais ça ne respectait pas le principe de la parentalité du couple. Je m'explique. Il y avait toujours des fuites, des débordements. Parce que le frère que vous utilisez pour vous aider à avoir un enfant pouvait se vanter, pouvait aussi faire un chantage auprès du couple. Il pouvait continuer, même quand on n'a pas besoin de lui, à avoir besoin de la femme. Et donc, c'était toujours par sortir que l'enfant n'appartenait pas au couple. Alors que quand on pratique la procréation médicalement assistée, on est sûr que l'enfant appartient au couple. Et les coûts, certes, sont assez élevés, mais ne sont pas aussi chers que ça. Nous sommes le 2e centre en coût bas en Afrique noire francophone. D'accord. Il y a un centre au Mali qui coûte très moins cher. Et puis, il y a un centre aussi au Rwanda qui appartient à l'État. D'accord. Le Cameroun vient de mettre à Yaoundé un centre. Et donc, l'État congolais avait un projet de monter un centre. Nous avons été formés parce que l'État avait un projet de mettre un centre à la maternité Blanche-Comès. Bon, je pense que le projet est toujours dans les tiroirs. Le jour que ce projet aboutira, le Congolais pourra bénéficier de la procréation médicalement assistée à un prix plus bas encore. Dans le processus de procréation médicalement assistée, comme je dis, je suis biologiste et embryologiste. Donc l'embryologiste, c'est celui, en termes génériques, on dit fabriquer les embryons. Donc il va effectuer la fécondation in vitro au laboratoire. Si c'est une fécondation in vivo, donc c'est les processus d'insémination artificielle, moi je vais m'arrêter à traiter et à concentrer les spermatozoïdes mobiles et les capacités au laboratoire avant de les envoyer vers le médecin pour qu'il les mette dans l'utérus de la femme pour l'insémination intra-utérine. Et aussi, je pratique les processus de vitrification, de conservation des gamètes, conservation des embryons, les tests sur le sperme, les analyses du sperme, donc que ce soit la biochimie du sperme, les tests de fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes, en tout cas tout ce qui est les tests en andrologie. L'andrologie, c'est une science qui consiste à l'analyse du sperme. S'il y a un trouble lié à une sécrétion d'une hormone quelconque, à ce moment-là, moi j'interviens dans ce processus parce que, effectivement, s'il y a une maladie hormonale, le processus n'aboutira jamais. Les maladies hormonales, il y en a plusieurs. Ça peut concerner la thyroïde, ça peut concerner la production des spermatozoïdes au niveau des hommes, chez la femme, l'ovulation, ça concerne plusieurs types. Donc c'est dans ce sens-là que j'interviens en tant qu'endocrinologue. Donc en fait, c'est un processus multidisciplinaire qui doit se faire de façon concertée. Si par exemple, on trouve chez la personne concernée, donc en l'occurrence chez la femme, une pathologie de la thyroïde, donc il y a un problème de thyroïde qui entraîne des désordres au niveau de sa production d'ovules, elle ne peut plus ovuler normalement, elle peut voir ses règles normalement. À ce moment-là, je fais un bilan et je trouve la cause de son problème thyroïdien. Souvent, elle se présente parfois avec des goitres, parfois il n'y a pas de goitres, mais dès que je trouve la cause, je commence à traiter. En général,
c'est un traitement médicamenteux. Il prend des médicaments pendant un certain temps avec des contrôles jusqu'à stabilisation et jusqu'à guérison. Il y a des contrôles pour déclarer la guérison. Et une fois que c'est bon, je réadresse auprès du spécialiste de la PMA, donc le docteur Matete. Dans le processus de prise en charge des patients souffrant d'infertilité, moi je m'occupe de l'appareil reproducteur masculin. Donc sur le plan anatomique, c'est-à-dire les différents organes de cet appareil, et sur le plan hormonal. Alors donc la prise en charge va consister à enquêter sur l'origine qui fait en sorte que le malade il est infertile. Donc il y a des bilans hormonaux que je demande et des bilans anatomiques aussi qui sont demandés. Et à la suite de ces résultats, ça nous permet d'avoir des premiers éléments déjà pour pouvoir traiter le patient. Alors il y a un pool de patients que nous pouvons traiter médicalement, c'est-à-dire que la cause du problème peut se traiter médicalement. Et quand on se trouve dans une situation où le traitement médical n'est pas suffisant, en ce moment, je demande des examens un peu plus poussés, tels que la biochimie du sperme. Donc ça, c'est quand nous arrivons déjà sur le terrain de la stérilité, que la population appelle stérilité. Aujourd'hui, ce qui était stérile hier ne l'est pas forcément aujourd'hui. Donc, je demande une biochimie du sperme. La biochimie du sperme, c'est un examen qui va me permettre de classer les différents types de stérilité. Donc, il y a les azoospermies excrétoires et les azoospermies sécrétoires. Bon, ça, c'est des termes purement médicaux. Mais au sein de la population, nous pouvons parler de stérilité relative et de stérilité vraie. J'ai comme pour rôle d'être là dans les stimulations. Pendant qu'il fait ces stimulations, je suis là. Pendant qu'il y a les transferts, je suis là. Et après, une fois que la grossesse est implantée, diagnostiquée, je suis là en tant que sage-femme et je continue le suivi. Je suis aussi comme un symbole pour la femme dans le suivi psychologique, d'apaiser la dame, de l'accompagner dans les douleurs, de l'accompagner dans le processus de la grossesse. Je suis là, j'accompagne. En tant que psychologue, je soutiens psychologiquement, donc je fais un soutien psychologique aux patients, couples ou encore maris ou femmes qui présentent une souffrance psychologique, du manque. Parce que nous savons que dans notre société, lorsque tu n'arrives pas à avoir un enfant, ça fait un problème de famille, ça fait un problème dans le quartier, ça fait un problème à l'église. Donc, il y a des patients qui n'arrivent pas à s'adapter à cette situation ou encore à surmonter cette situation, qui viennent au processus de FIV avec ce problème de manque. Or, lorsque psychologiquement le malade a un problème, ça déséquilibre le processus de procréation. Tout le processus fonctionnel peut être dérangé. D'où le psychologue intervient pour essayer un peu d'apaiser, de soutenir, de créer un équilibre mental pour que la suite se passe bien. En tant qu'assistante PMA, mon rôle, on va dire principal, c'est déjà la réception, l'orientation des couples, sinon des patients qui sont orientés en PMA. Toujours dans le sillage, je fais également le suivi technique des dossiers des couples naturellement orientés en PMA. Le suivi est très technique et ça peut commencer avant la consultation gynécologique, surtout l'orientation, tout comme après la consultation gynécologique. Chaque fois que je suis jointe, effectivement, par des couples de l'étranger,
tout de suite, vous sentez l'engouement en fait. Ceux qui sont à l'étranger, qui me contactent, c'est vraiment des couples qui ont eu un très long parcours et qui ne veulent qu'une seule chose, en finir, avoir le résultat. Tout de suite que les informations sont fournies, en tout cas, les couples n'hésitent pas à demander qu'on planifie leur arrivée à Brazzaville pour commencer la procédure. Alors, est-ce que la monoparentalité est favorisée dans cette pratique? Une personne qui se présenterait seule, un homme ou une femme qui voudrait avoir un enfant, est-ce que c'est possible de faire recours à la PMA? Sous d'autres cieux, oui, mais au Congo, non. Au Congo, on est bloqué par le code de la famille congolaise. Le code de la famille congolaise dit couple égal un homme ou une femme mariée ou non. Donc, pour bénéficier de la PMA au Congo, selon les textes que nous avons rédigés, un texte quand même consensuel, puisqu'on a pris l'avis de tout le monde, il faut être un couple, et puis deuxièmement, il faut qu'il y ait un diagnostic. Donc, il faut que le médecin pose le diagnostic de l'infertilité. Quand on est monoparental, on ne peut pas poser le diagnostic d'infertilité. Vous devez être avec un homme ou avec une femme. Et qu'on a exploré et qu'on trouve que vous êtes incapable par vous-même, en ce moment, on vous accompagne par la procréation médicalement assistée. Donc, dès que la loi sera promulguée, un parent seul ne peut pas avoir droit à la procréation médicalement assistée. D'accord. Alors, qu'en est-il des séropositifs? Est-ce qu'ils en ont droit également? Oui, ils ont droit. C'est même la technique recommandée pour eux, pour ne pas mettre en danger le partenaire séronégatif. Parce que ici, on recueille les spermatozoïdes et les ovocytes. Le spermatozoïde est traité, le milieu qui contient le virus est éliminé. On ne récupère que le patrimoine, donc que le spermatozoïde, son VIH, et il est injecté dans l'ovocyte. Pareil, quand on recueille l'ovocyte, le milieu folliculaire qui peut être infecté est laissé de côté et on ne prend que l'ovocyte. Et donc, la procréation médicalement assistée est la technique par excellence pour les couples séropositifs d'avoir les enfants, ou les couples sérodiscordants. Très bien. Et justement, parlant de cette loi, je rappelle que vous êtes sénateur, élu du département du Niari, dont vous êtes originaire. Vous êtes rapporteur de la commission santé au Sénat et donc initiateur de cette proposition de loi qui suit son parcours. Proposition de loi sur la procréation médicalement assistée, déjà votée au niveau du Parlement. Alors, pourquoi avoir pensé l'existence de cette loi? Vous pensez que c'était nécessaire d'en disposer? Oui, il nous fallait une loi. Vous savez que la procréation médicalement assistée sans encadrement juridique est une bombe. Bombe parce que les centres peuvent être amenés à utiliser les gamètes humains pour des fins commerciales. Il faut un encadrement juridique pour que cette activité soit bien menée. Et dans tous les pays où cette activité se pratique, pour la plupart, la loi suit. La France a commencé en 1982, ils ont eu la loi en 1994, 12 ans plus tard. Pour la plupart des pays de la sous-région, je vais prendre le Cameroun qui est très proche de nous, ils ont commencé en 1998, ils ont eu la loi en 2022. Le Congo est le premier pays qui a commencé en 2023 et en 2024, la loi était déjà là. Donc nous devons nous en féliciter. Mais je pense que parce que l'initiateur de la loi est en même temps praticien de la procréation médicalement assistée, ce qui a permis que les choses aillent vite. Exactement. Et ce sera donc la loi Matete une fois promulguée. Vous l'avez dit, madame. C'est une fierté pour vous? Oui, fierté pour moi, fierté pour la République, fierté pour le corps médical, parce que souvent on nous critique, on arrive au Parlement que nous ne faisons que chauffer les chaises, c'est ce que les gens disent, alors que nous avons de la matière, nous avons les contributions à apporter pour accompagner la République. Alors, en quelques mots, quelques phrases très importantes, que prévoit la loi Matete? Alors, la loi Matete, tout comme la plupart des lois, il y a des titres. Il y a tout dans la loi, il y a les dispositions générales, il y a les principes directeurs, il y a les conditions d'éligibilité,
Il y a les relations entre les centres et les bénéficiaires, les interdictions, les sanctions, et puis les dispositions transitoires et finales. Donc la loi, c'est un texte, je disais, consensuel. Hein. On a fait venir les parlementaires, les sociologues, les hommes d'église, les juristes qui ont travaillé avec nous pour regarder les contours. Donc la loi, il définit les thèmes, les principes. La loi définit qui a droit à la PMA, qui doit pratiquer la PMA, dans quelles conditions pratiquer la PMA, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, et si on déborde, quelles sont les sanctions, et qu'est-ce que, d'ici que la loi soit promulguée, les centres qui en pratiquent, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se conformer. Ça permet d'encadrer et les bénéficiaires de la loi, et les praticiens, et les centres. Exactement. Voilà, dans les grandes lignes, ce que contient la loi. Est-ce que dans cette loi, il est prévu une partie où l'État, éventuellement, pourrait prendre en charge quelques couples qui seraient dans une situation précaire? C'est une loi que nous avons initiée, mais nous avons été accompagnés par le ministère de la Santé. Il y a même certains articles qui nous ont été conseillés par le ministère de la Santé. Effectivement, il y a une brèche qui va dans ce sens. Il y a une brèche qui va dans ce sens que les pouvoirs publics déclarent les centres comme centres d'utilité publique et que le pouvoir public aide les centres à acquérir du matériel et les intrants à bas prix et que les pouvoirs publics, avec les moyens qu'ils auront, peuvent accompagner dans la prise en charge. Alors nous l'avions dit au début de cette émission, cette loi a été déjà votée par les deux chambres du Parlement, en première lecture par le Sénat et en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, novembre et décembre 2024. Alors, après ce vote par le Parlement, quelle est la suite donnée à cette proposition jusqu'à sa promulgation? Nous attendons que ça soit promulgué, c'est d'ici là, parce qu'il y a un délai imparti. Le texte est arrivé sur la table du secrétariat général du gouvernement il y a moins de 10 jours. Et dans les 15 jours qui suivent, donc d'ici la fin de la semaine, la loi sera promulguée. Et nous utiliserons les moyens qui seront à notre disposition pour faire la promotion, pour que le Congolais puisse comprendre qu'il y a une loi qui encadre cette activité et que le Congolais peut venir bénéficier de cette technique pour ceux qui sont confrontés au problème d'infertilité. Exactement. Alors, comment faire pour ces personnes qui ne connaissent pas le parcours à suivre pour bénéficier de la PMA? Est-ce que vous avez des centres qui travaillent avec vous pour consulter, peut-être envoyer en dernier ressort les patients chez vous pour faire le diagnostic le plus possible? Alors, la médecine est une science exacte. Nous sommes le seul centre de procréation médicalement, donc nous travaillons avec tous les centres, on va dire, parce que nous nous connaissons entre nous dans la coopération des gynécologues obstétriciens. Donc, les collègues prennent en charge les malades, tout comme nous, mais quand on arrive à un niveau où le diagnostic est posé que pour ce couple, il faut bénéficier de la procréation médicalement assistée, il les réfère chez nous. Je disais, entre-temps, que tous ceux qui ont été formés en procréation médicalement assistée au Congo travaillent dans ce centre. D'accord. C'est très bien. Tous les centres, que ce soit de Brazzaville, que de Pointe-Noire, les gynécologues envoient les malades à qui le diagnostic de prise en charge par la PMA est posé. Alors, on attend impatiemment, en tout cas, pour ceux qui en ont besoin, que cette loi soit promulguée. Ce sera par le président de la République, naturellement, et que cela soit mis en application très rapidement pour le bien de tous ceux-là qui ont besoin de faire recours à la PMA pour goûter ce bonheur d'avoir un enfant dans un couple. Je voulais ajouter, madame, la loi vient que pour encadrer, mais l'activité existe. Dans déjà, tous les pays du monde, les faits précèdent. D'accord. Donc au Congo, nous avons commencé depuis 2023. Nous avons commencé tard, je vous ai dit, mais parce qu'il fallait d'abord fermer le personnel et puis s'équiper. Mais le Cameroun qui pratique depuis 1998 venait d'avoir la loi. Nous avons travaillé pour que rapidement cette activité soit encadrée. Cela éviterait les débordements. Mais on demande à la population, à tous ceux qui ont des problèmes d'infertilité, d'aller consulter les gynécologues, d'aller consulter les médecins. Pas forcément ici, mais partout ils iront. Quand le diagnostic de prise en charge par la procréation médicalement assistée sera posé, ces couples seront référés ici.
Très bien. Alors, je pense qu'on tend vers la fin de notre émission. Des perspectives dans votre activité très, très cruciale de spécialiste en fertilité, puisque là, nous sommes dans votre clinique très moderne, très bien équipée. Et c'est sûr que vous avez d'autres projets pour peut-être étendre l'activité ou peut-être moderniser davantage, puisque la médecine évolue quasiment chaque jour. Oui, la médecine évolue chaque jour. Je vous ai dit, quand nous avons commencé, nous avons les incubateurs de monogaz. Aujourd'hui, nous avons les incubateurs de 3 gaz. La procréation médicalement assistée, c'est une technologie de pointe qui évolue à une vitesse exponentielle. Et donc, on s'accroche pour être à jour. Et participer au congrès, les médicaments évoluent tous les jours, les machines évoluent tous les jours. Pour l'instant, le Congo n'a pas besoin de beaucoup de centres. Pour l'instant, peut-être que s'il y a un centre étatique, ça pourra faire que les coûts baissent. Vu le nombre de malades que nous avons et vu l'accessibilité, vu le coût, je pense qu'un seul centre, parce que nous avons en moyenne 12 couples par mois, alors qu'on a la capacité de prendre jusqu'à 50 couples par mois. Par contre, le personnel, oui. Nous n'avons qu'un seul biologiste au Congo diplômé en procréation médicalement assistée. Un seul biologiste. Le jour que vous programmez les ponctions, que le biologiste soit malade, on sera dans les mauvais draps. Donc je recommanderais aux jeunes médecins, aux biologistes, de regarder ce domaine qui est un domaine particulier, qui est un domaine où sous d'autres cieux, les gens se battent pour avoir la place. Et donc si les gens pouvaient se spécialiser en embryologie, et puis à l'université Marien Ngouabi, où il y a une faculté de médecine, si on peut avoir une filière où on pouvait former des biologistes, embryologistes, qui peuvent être capables de prendre en charge les couples. Parce qu'en biologie de la reproduction, il y a 2 grands volets. Il y a l'andrologie et il y a l'embryologie clinique. Et nous n'avons qu'une seule pièce. Je pense que ce n'est pas suffisant. Nous sommes 3 gynécos pour une biologiste en procréation médicalement assistée. Je motiverai les gynécologues et les biologistes de regarder ce côté. Très bien. Alors un mot peut-être aux patients, futurs patients et au pouvoir public également pour la suite à donner à cette pratique. Alors je profite donc de cette tribune pour demander aux Congolais, aux Congolaises, que dans notre pays, nous avons la procréation médicalement assistée. Il ne sert à rien d'aller solliciter ce soin à l'étranger qui coûte cher, alors que sur place, nous avons un plateau technique qui est au top, qui a du matériel de qualité de dernière génération pour prendre en charge les cours. Au pouvoir public de nous accompagner parce que les Congolais lambda ont des difficultés d'avoir accès à la procréation médicalement assistée du fait des coûts qui ne dépendent pas du centre, mais les coûts qui dépendent des intrants. Je vais parler des médicaments qui coûtent très cher. Les gonadotrophines pour une stimulation, c'est au-delà du million. Les milieux de culture avec la douane, ça coûte ce que ça coûte. Donc si l'État pouvait être amené à déclarer le centre qui pratique la procréation médicalement assistée comme centre d'utilité publique, cela baisserait les prix de cette pratique au Congo. Merci docteur, merci sénateur de nous avoir livré tous ces éléments relatifs à la procréation médicalement assistée et dont la proposition de loi a été votée par le Parlement et suit son cours jusqu'à sa promulgation. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Nous vous remercions aussi, madame, d'être venue faire cette émission sur place et ça permettra à ce que la procréation médicalement assistée et sa loi soient connues par les Congolais. Je vous remercie. On revient de la France. Je suis très contente pour le service que j'ai reçu auprès du docteur Matité et je suis très satisfaite de notre résultat, que je suis enceinte aujourd'hui. Donc je remercie la Fondation Matité. C'est un copain médecin qui nous a référé au docteur Matité et 1 an quasiment du processus. Nous sommes totalement satisfaits parce que le résultat est là. Nous voyons
le fruit de notre patience, parce que c'était étape par étape et ça a été un long processus qui aujourd'hui, grâce au professionnalisme du docteur Matete et de son équipe, nous arrivons au fruit de ce que nous avons tant rêvé. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau d'Alinéa le docteur Matete, qui est donc sénateur. Il est initiateur de la proposition de loi sur la procréation médicalement assistée, déjà votée par les deux chambres du Parlement. Et cette loi qui sera donc promulguée d'ici peu, et le Congo disposera en tout cas de cet outil juridique qui va accompagner cette pratique en République du Congo, qui a officiellement démarré il y a quelque temps seulement et dont les résultats sont très très encourageants, après avoir écouté en tout cas ces explications données par notre médecin, notre docteur spécialisé dans la procréation médicalement assistée. Merci en tout cas à toute l'équipe qui m'a accompagnée dans la réalisation de cette émission. Merci à la supervision du directeur général de la télévision nationale, André Ondélé. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité. À très bientôt.